à côté de Corinne, le rouge ou le blanc. Je vous laisse vous installer. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de co-animer cette première table ronde thématique avec mon collègue Mathieu Breton-Zamarino. Bonjour. Département promotion de l'agence. Et je suis moi-même Corinne Lefesoulois, conseillère au cabinet de la direction de l'agence. Donc on est sur un sujet de forte actualité avec des événements majeurs qui se produisent, j'allais dire régulièrement, avec des pays touchés fortement, que ce soit les inondations en Australie, plus récemment l'effondrement du glacier en Italie, et puis chez nous la sécheresse. Donc un enjeu majeur. Aujourd'hui, j'ai plaisir d'avoir autour de moi des témoins pour venir éclairer de leur expérience cette thématique. Donc Vincent Roosevelt du lycée agricole d'Albi. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Et Élodie Poupenda d'AgroParisTech. Bonjour. Bonjour Élodie. Alors je voudrais souligner que ce sont donc deux établissements complémentaires qui vont nous offrir un regard croisé sur cette transition écologique, puisque nous avons à la fois l'enseignement supérieur court avec le lycée agricole d'Albi et AgroParisTech pour l'enseignement supérieur long. Alors je voudrais d'abord commencer par resituer le cadre de cet enjeu de la transition écologique avec au niveau européen le Green Deal, le pacte vert, qui a été posé en 2019 et qui vise donc la neutralité carbone à horizon 2050 avec un objectif intermédiaire de diminution de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, c'est demain. Donc, bien sûr, c'est un cadre politique qui coiffe l'ensemble des politiques européennes et auquel notre programme Erasmus+ doit prendre sa part pour favoriser, contribuer à cette transition écologique. Alors, la première chose, c'est bien sûr de limiter l'empreinte carbone des déplacements et de favoriser autant que possible l'utilisation de moyens de transport moins émissifs que l'avion. Donc, c'est en particulier, bien sûr, le train, le bus, le covoiturage. Et puis, c'est aussi, et avant tout, peut-être, utiliser le levier éducatif de ce programme. Donc, c'est un programme à forte portée, qui a une notoriété très importante, mais qui peut aussi porter ses valeurs éducatives en sensibilisant les participants et en leur montrant qu'ils peuvent être acteurs aussi de ces enjeux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation au développement durable, qu'on va aborder là au travers donc, des témoignages. Un autre axe sur lequel interfère notre programme, c'est l'éco-responsabilité, c'est-à-dire comment nos projets Erasmus+ doivent être à la fois conçus et mis en œuvre de façon éco-responsable. Et puis, c'est l'acquisition de compétences. Alors, on sait que ces compétences en matière de transition écologique vont être de plus en plus recherchées sur le marché du travail, que ce soit pour des nouveaux métiers qui peuvent être en lien avec le développement des énergies renouvelables, l'éolien par exemple, ou les filières du recyclage, mais également des métiers existants qui vont avoir à prendre en compte cette dimension, qui commencent déjà à le faire. On peut penser aux plombiers avec l'installation des panneaux solaires, à titre d'exemple, les garagistes avec la voiture électrique, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain. Donc on estime qu'il y aura à peu près 1 million de postes créés en lien avec la transition écologique à horizon 2030 au niveau européen. Voilà un peu le cadre général que je voulais vous rappeler avant de donner la parole à nos témoins. Et donc, Vincent, donc ce lycée agricole d'Albi, il présente une grande diversité de formations, depuis la 3e jusqu'au BTS, justement, et je voulais te laisser te présenter dans tes fonctions, aussi bien au niveau du lycée qu'au niveau national. Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Très fier d'être invité pour cette table ronde et de représenter les lycées techniques qui font partie prenante de ce programme Erasmus+, pour, on va dire, sa partie enseignement supérieur.
et aussi l'enseignement agricole. Et je vois beaucoup de personnes ici, et j'en imagine beaucoup de l'autre côté de l'écran, qui nous aident aussi au quotidien à monter ces projets. Donc moi, je suis enseignant en lycée agricole avec des BTS en gestion d'entreprise, et puis aussi au niveau de l'Institut national universitaire Champollion d'Albier également, pour une licence professionnelle qui forme justement des conseillers énergie-climat. Et puis au niveau national, j'ai la chance de faire partie du dispositif national d'appui à la mission de coopération internationale qui vise à monter des projets Erasmus+, mais pas que, dans nos lycées, CFA, CFPPA, au niveau national. Merci. Alors donc le lycée agricole d'Albi, il compte, je crois, enfin il fait partie d'un consortium de 13 établissements Erasmus sur la région Occitanie. Ça, c'est la première chose. Il est également engagé dans le programme Erasmus+, avec une action de mobilité internationale de crédit, avec le Canada. Donc ça, je crois qu'il faut le souligner parce que au niveau des BTS, c'est pas fréquent dans nos résultats en France, en tout cas. Et c'est un cas aussi intéressant puisque, bien sûr, le Canada, on le rejoint en avion, et ça souligne d'autant plus ce qui peut apparaître comme une difficulté ou un certain paradoxe, c'est-à-dire comment fait-on au lycée d'Albi pour en fait permettre aux jeunes à la fois donc, de prendre conscience de leur impact en termes d'empreinte carbone, mais aussi de les inciter à intégrer ces enjeux environnementaux. Donc c'est vrai qu'avec les étudiants, notamment de la licence professionnelle, on réalise des diagnostics territoriaux, des diagnostics d'exploitation agricole au niveau énergie, climat, et aussi sur les bâtiments, les centres de formation comme le nôtre. Et donc ça va dépendre de ce qu'on étudie, ce qu'on regarde et quel est l'objectif. Et donc c'est vrai que quand on prend l'avion, quand on prend la voiture, eh bien, on émet des gaz à effet de serre, ça c'est une certitude. Et c'est vrai que nous, le parti qu'on a pris dans l'accompagnement de la mobilité internationale, c'est d'inciter, et ça on a entamé un travail autour de ce qu'on a appelé le carnet de mobilité, avec des éléments à apporter et à échanger avec les étudiants en particulier avant le départ, pendant la mobilité et au retour. Et on a souhaité mettre dans cet outil qu'on teste cette année, qu'on va développer l'année prochaine, des incitations à s'intéresser au bilan, à l'impact de sa mobilité. Et c'est vrai que sur une mobilité telle que celle que vivent mes étudiants actuellement de 2 mois de stage chez notre partenaire au Canada, eh bien, ça a un impact carbone. Un aller-retour, c'est environ 1,8 tonne d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, on le voit avec eux, c'est important, et c'est notre mission principale, la pédagogie, de prendre conscience de cet impact-là. Mais si on veut regarder de plus près et avec une démarche scientifique, l'impact qu'on a sur le climat ne concerne pas que le transport, il y a l'alimentation, il y a le logement, il y a le numérique et d'autres dimensions encore. Donc si on veut aller un petit peu plus loin dans les échanges, c'est intéressant de voir tous ces aspects. Et après, dans ce parcours-là, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que tu as dit au début, c'est l'impact pédagogique en termes de développement de compétences, de prise de conscience. Et c'est là où je trouve que le programme Erasmus+, ce qui fait le cœur, pour l'avoir constaté et étudié, de l'impact de ces mobilités, c'est d'aller dans un environnement différent, d'approcher peut-être sa zone de panique, en tout cas des personnes qui pensent différemment, des lieux qu'on ne connaît pas. Et donc c'est là où on va déclencher beaucoup de choses. Et une prise de conscience sur ces thématiques environnementales, elle peut arriver par cette mobilité-là. En particulier au Québec, toute la situation qui concerne l'agriculture, je vous cite les OGM, les hormones de croissance, l'utilisation massive de glyphosate. Constatez ça, enfin nous ça a été le cas pour les enseignants qui ont participé à des mobilités combinées enseignement-formation, ça nous fait prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit et des pratiques qu'on a en Europe. Donc ça peut renforcer ces convictions, on va dire, environnementales. Et puis après une mobilité, il ne faut pas regarder pour moi que la partie strictement énergie, strictement climat. Les gros apports d'une mobilité, c'est le développement de compétences transversales, la confiance en soi, la capacité à gérer des projets, la capacité d'adaptation, les langues. Et au final, oui, il va y avoir un impact sur le climat, mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour apporter des connaissances, développer des compétences et aussi changer certaines attitudes. Et je pense que ce qu'on peut constater en bien ou en moins bien lorsqu'on va au Canada, en Roumanie, en Espagne ou on va dire dans le nord de l'Europe, ça fait réfléchir et c'est le plus d'Erasmus.
ça propose un élargissement qui vous transforme. Et donc sur ces prises de conscience environnementales, c'est le cas. Donc, si j'entends bien, en fait, il s'agit de tirer vraiment le maximum de ces mobilités pour contrebalancer, en fait, cet impact par le déplacement et donc en tirer le maximum pour chacun des participants. Alors, cette dimension écologique, elle peut aussi être abordée sous l'angle des compétences maintenant, Mathieu. Oui, effectivement, et c'est ce que fait AgroParisTech. Mais avant une première question sur les compétences, donc Élodie, vous êtes chargée d'affaires européennes au sein de la direction des affaires internationales et européennes d'AgroParisTech. Est-ce que vous pouvez juste nous dresser un bref aperçu d'AgroParisTech et de ses actions dans le programme? Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. AgroParisTech, c'est l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Donc, nous sommes la première grande école française dans les sciences de la vie. Nous formons plus de 2250 étudiants. Donc, nous formons des ingénieurs, bien sûr, mais aussi des masters, des managers, des doctorants. Nous proposons aussi de la formation continue avec des masters spécialisés et nous avons un centre de formation des apprentis. L'une de nos missions principales également est la production et la diffusion de connaissances, donc les activités de recherche et d'innovation que nous pouvons mener grâce à nos 22 unités de recherche que nous partageons pour la plupart avec l'INRAE, notre partenaire, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, comme vous l'avez dit, je travaille au sein de la direction des relations internationales et européennes. Donc, c'est ce service qui est en charge de la mise en œuvre du programme Erasmus. AgroParisTech participe aux deux actions, donc l'action clé 1 et l'action clé 2. L'action clé 1, bien entendu, pour la mobilité des étudiants, et également dans le cadre de MIC, donc des mobilités internationales de crédit, avec notamment le Kenya et la Tunisie. Et dans le cadre de l'action clé 2, nous avons une forte participation, puisque nous sommes dans quasi une vingtaine de projets. Donc nous participons dans 7 masters conjoints Erasmus Mundus. Nous sommes coordinateurs de 2 d'entre eux. Donc le master FIPDES en innovation alimentaire qui a fêté sa 10e année l'année dernière, et le master BioSeb en bioéconomie qui est plus récent. Nous faisons partie également de 9 partenariats stratégiques, ou pour reprendre la nouvelle dénomination des partenariats de coopération. Nous sommes coordinateurs de l'un d'entre eux qui s'appelle FIBI, aussi en bioéconomie. Et nous participons également à un projet renforcement des capacités, à une alliance de l'innovation, et également dans le cadre de l'Université Paris-Saclay, puisque AgroParisTech est membre fondateur de l'Université Paris-Saclay. Par ce biais, nous sommes impliqués également dans une université européenne qui s'appelle UGLO, dans le domaine de la santé globale. Donc, oui, donc AgroParisTech, établissement qui essaie d'utiliser l'ensemble des leviers du programme Erasmus, tout ce qu'il peut offrir. Et Élodie, donc, comment répondez-vous, au point que Vincent a mentionné avant, sur ce besoin en nouvelles de compétences, dans la formation de vos étudiants, dans le besoin de l'économie, du monde industriel, du monde socio-économique? Quelle approche AgroParisTech a de ces nouvelles compétences? Et surtout, comment utilisez-vous le programme Erasmus pour répondre à ce besoin de développement de nouvelles compétences? Bien, comme l'a dit tout à l'heure la directrice Vanessa de Biasanton, en fait, on ne va pas juste ajouter quelques modules par-ci, par-là de développement durable, par exemple, puisque du fait de nos sujets, en fait, les compétences vertes et de développement durable, elles sont vraiment intrinsèques à nos activités. Et donc, on va essayer de pousser justement au maximum cette notion de durabilité dans nos projets, voilà, au maximum possible dans tous les contenus de nos projets. Également, du fait de nos sujets, on travaille avec le vivant, donc l'agriculture, l'alimentation, la gestion des écosystèmes, des territoires, l'environnement. On a besoin de donner à nos étudiants la vision globale et de ce fait de
via la diversité européenne. L'Europe est riche pour ça. Donc, avec toutes ces régions, et la forêt, par exemple, les plantes ou les régimes alimentaires ne sont pas les mêmes si on est en Écosse ou en Espagne ou dans les pays baltes, etc. Donc, on a besoin que les étudiants vraiment aient cette vision-là qui soit systémique de leur sujet, global, mais aussi en prenant bien en compte les spécificités locales. Et pour ça, on encourage au maximum, évidemment, les mobilités en Europe et à l'international. Et aussi, comme le disait aussi votre collègue tout à l'heure, les processus, on va dire, d'internalisation Eutrome. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'AgroParisTech, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes. On a vraiment besoin de l'apport de nos partenaires. C'est aussi la richesse de l'Union européenne, n'est-ce pas? On ne peut pas travailler seul, mais de profiter des compétences fortes des partenaires pour proposer des formations qui soient complémentaires. Et donc, on profite vraiment de nos réseaux de partenaires. Et par rapport à comment on va faire avec Erasmus, ça va dépendre en fait du sujet. Et s'il y a déjà une formation qui est déjà préexistante, eh bien, on va pouvoir apporter des modules complémentaires, alimenter cette formation-là qui existe déjà grâce au partenariat de coopération. Donc, ajouter des nouveaux modules, des modules spécifiques, des nouveaux outils pédagogiques qu'on va mettre en commun, tout en utilisant les contextes et les expériences des partenaires. Par exemple, dans plusieurs partenariats stratégiques, on va avoir des modules sur l'entrepreneuriat, dans l'alimentation, dans le packaging alimentaire ou dans la bioéconomie. Donc ça, c'est lorsqu'on part d'une formation qui existe, et on veut vraiment la compléter. Et lorsqu'on s'aperçoit en fait qu'il y a un réel manque, comme ça a été le cas là, pour le dernier master que nous avons construit, le master BioSeb, où on s'est aperçu qu'il y avait un besoin d'un master en bioéconomie. Alors là, il faut se retrousser les manches, puisque construire un master conjoint, ce n'est pas tout à fait facile. Mais voilà, c'est vraiment la création d'un nouveau master en s'appuyant vraiment sur les apports et compétences des partenaires pour proposer une toute nouvelle formation. Et Donc, vous avez utilisé au maximum tous les points du programme, et notamment, en reprenant tout à l'heure ce que disaient nos intervenants, utiliser au maximum la Team Europe et les forces de l'ensemble des établissements partenaires au sein de l'Union. Voilà, donc une belle diversité effectivement de dispositifs utilisés. On va poursuivre sur l'acquisition de compétences en citant, Vincent, donc la licence que tu coordonnes, une licence professionnelle énergie-climat. Vers quel métier cette formation conduit-elle? Et puis, y a-t-il aussi là des possibilités de mobilité avec notre programme? Oui, donc c'est une formation que nous avons montée avec quelques collègues donc du centre universitaire et puis du lycée agricole, il y a plus de 10 ans maintenant, pour former des conseillers énergie-climat. Donc certains, en fonction de leur parcours précédent, qui étaient plutôt dans des BTS agricoles, sont allés plutôt vers des métiers de type conseiller énergie-climat en chambre d'agriculture pour développer des projets photovoltaïques, bois-énergie ou méthanisation. Mais on accueille aussi, c'est ça qui est intéressant et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette dimension transversale avec tous les métiers qui doivent évoluer, beaucoup de BTS électrotech, des licences qui viennent de parcours plutôt scientifiques de l'université ou d'ex-DUT, et puis aussi des personnes qui viennent en apprentissage, en formation continue, après quelques années on va dire, d'emploi dans des secteurs qui n'avaient rien à voir. Je pense à un ingénieur aéronautique qui est venu chez nous cette année, qui ressort avec une licence, donc on peut se dire, c'est un peu étonnant, mais il avait envie de trouver un métier aussi qui avait du sens par rapport à ses valeurs. Et donc là, il travaille maintenant dans une société qui développe du photovoltaïque à Bordeaux. Mais ils ont bien repéré qu'il avait des compétences d'ingénieur, donc ils lui ont donné des missions un petit peu plus poussées que celles de nos licences, on va dire, arrivant de BTS. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a aussi des possibilités d'aller se former au cours d'expériences via le programme. Donc oui, pour ces licences, ça va être des stages, donc stages en Europe ou dans d'autres pays, c'est des stages de 3 mois. Et puis ensuite, on a accueilli des étudiants étrangers qui venaient pour l'année. Alors comme la formation est en français, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'étudiants européens, mais c'est une possibilité. C'est beaucoup plus souple, on va dire, cet accueil d'étudiants étrangers qu'en filière BTS,
On a des logiques sur 2 années qui sont difficiles à rendre compatibles avec ce que vous avez en université, en école d'ingénieur, par exemple, sur des semestres. Voilà, donc ces nouveaux métiers de la transition écologique. On peut poursuivre. Oui, tout à l'heure, vous côté avez Agropart. mentionné, Elodie, le fait que la bioéconomie, qui est un des grands chantiers mis en place par le Green Deal et un des besoins de l'Union dans ce domaine. Et dans ce domaine de la bioéconomie, AgroParisTech a porté 2 projets pour 2 réponses à 2 besoins de compétences différentes. Un master Erasmus Mundus, donc un diplôme, et un projet de partenariat de coopération en Europe. Oui, voilà, tout à fait, avec 2 ambitions différentes, on va dire. Donc, le projet BioSeb pour European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy. Alors, c'est bon, j'ai réussi. Alors, ce master-là, en fait, il a été créé, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un réel besoin qui avait été exprimé par l'Europe dans sa stratégie sur la bioéconomie qui a été remise à jour en 2018, où vraiment l'Europe exprimait un fort besoin de compétences dans ce champ-là. Et puis en interne aussi, nous avons à AgroParisTech des CAP, donc c'est des comités d'analyse prospective thématique, donc sur la bioéconomie. Et dans ces CAP, il y a des acteurs d'AgroParisTech, mais aussi externes, et puis du monde socio-économique. Et où là, on a listé les compétences qui manquaient en fait pour combler les besoins des industriels et des entreprises. Donc on avait un besoin en interne, un besoin qui avait été clairement identifié en interne, un besoin de la commission. Et puis pour AgroParisTech, c'était important de de positionner AgroParisTech en tant que vraiment acteur majeur sur ce domaine. Et à côté de ces développements en bioéconomie, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin en formation dans le domaine de l'économie, mais pour un type de public particulier qui sont les entrepreneurs dans le domaine de la bioéconomie. Pour renforcer, on va dire, le potentiel des étudiants, pour voilà, leur montrer qu'ils peuvent être aussi, eux, innovateurs, et pour les aider à développer de nouvelles idées et porter ces idées-là sur le marché. Et là, pour faire ça, du coup, c'était plus. On a monté le partenariat de coopération FIBI pour Fostering Entrepreneurship for the Bioeconomy, pour vraiment pousser les compétences-là en entrepreneuriat pour la bioéconomie. Et donc, il y a vraiment des synergies entre les 2 programmes. Et par ailleurs, la semaine dernière, justement, il y a eu la Summer School du projet FIBI à Bologne. D'ailleurs, nous avons fait voyager les étudiants en train, important, et non pas en avion. Et voilà, par exemple, on a une étudiante du BioSeb qui a aussi suivi les modules du partenariat stratégique FIBI. Donc pour un même type de besoin de l'Union européenne, vous avez créé un diplôme avec vos partenaires européens et créé un partenariat qui a vocation à créer des formations modulaires pour les étudiants d'entrepreneuriat. Voilà, des exemples intéressants en matière donc, de compétences. Je voudrais maintenant questionner Vincent par rapport à la compensation. Donc, on en parle beaucoup, la compensation carbone, avec des projets qui sont parfois controversés. Je trouve que l'expérience du lycée agricole d'Albi à ce sujet est particulièrement intéressante. Alors c'est vrai que dans ce qu'il faut faire, et ça, tous ceux qui sont dans le domaine de l'énergie, climat, si on garde que cette facette de la transition écologique, les autres points, que ce soit la biodiversité, la préservation des ressources, sont fondamentaux. Il faut déjà mesurer quels sont nos impacts. Et ça, en tant qu'institution, que ce soit université, école, lycée, c'est important de faire ces bilans. Et puis, de toute façon, c'est de plus en plus une obligation. Mais il faut que nous, on s'en serve en tant qu'outil pour former. Et pour former à ce que c'est le changement climatique, quels sont les leviers possibles. Et c'est vrai que pour ça, au niveau de l'enseignement agricole, on a une politique nationale sur l'agroécologie qui nous aide bien. On utilise des outils comme la fresque du climat, que vous connaissez peut-être chez vous, mais qui est disponible en 35 langues. Donc, dans le cadre de projets internationaux, c'est vraiment fabuleux. Et ensuite, une fois qu'on a formé, essayer de voir ce qu'on pouvait faire en termes de réduction au maximum, eh bien, on peut penser la compensation,
ou plutôt, je pense qu'il faut préférer le terme, ceux qui sont dans ce domaine-là, plutôt préférer le terme de contribution à des projets de séquestration ou d'évitement d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que nous, on l'a beaucoup expérimenté au niveau de notre réseau national. On a fait ce bilan, on s'est engagé à réduire nos impacts. Et ensuite, on a essayé de financer des projets comme le fait Erasmus, plus l'agence, je crois, à savoir des projets donc, à l'étranger. On en a financé en France aussi. Et puis, plus récemment, c'était sur des projets sur l'exploitation agricole du lycée qui propose des projets agroécologiques. Donc là, on était sur la plantation de haies et la requalification d'une forêt en espace réel qui permet de séquestrer du carbone. Donc il y avait vraiment un projet d'implantation d'une nouvelle forêt pour séquestrer du carbone. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que cette notion elle a souvent été dévoyée. Il ne faut pas commencer par le discours qu'on pourrait dire un peu commercial que peuvent avoir certaines compagnies aériennes, par exemple, ou personnes, industries importantes dans le domaine de l'énergie. Pour nous, à notre niveau, il faut aussi s'en servir comme un outil pédagogique pour savoir mesurer quel est notre impact et au final, voir qu'on peut avoir une contribution volontaire. C'est volontaire, on n'est pas obligé, mais plutôt viser ça et mettre les étudiants et les équipes dans ce projet-là pour pouvoir, au final, avoir aussi un impact positif. Et nous, je pense que sur ceux qui ont généré les mobilités, enfin ceux qui sont en ce moment en mobilité au Canada, travailler avec une association, il y en a une notamment en Aquitaine qui est très intéressante. Donc, il y a le site info compensation carbone et action climat Aquitaine, climat. Et donc, ils sont là pour proposer des projets, mais qui amènent aussi la pédagogie nécessaire derrière. Et donc, à titre d'exemple, je vous ai cité l'exemple du Canada. Le prix du carbone pour une mobilité de ce type, c'est autour de 140 € pour financer un projet d'une forêt diversifiée. Donc là aussi, on a le choix dans les projets qui sont retenus. Et en France, on peut s'appuyer sur une méthodologie assez sérieuse, et notamment le nouveau label bas carbone qui permet de garantir que les projets sont sérieux et dans la durée, suivis, évalués. Là où il y a un problème avec la compensation carbone, c'est souvent dans le discours, on va dire, de communication qu'on peut avoir. Et c'est là où nous, eh bien, on peut s'en emparer pour en faire un objet pédagogique intéressant aussi. Donc une démarche pédagogique qui permet aussi aux jeunes d'être actifs dans ce domaine, de se rendre actifs et de contribuer. Et je pense que c'est également intéressant en matière d'évitement de l'éco-anxiété, puisqu'on en parle pas mal aujourd'hui. Et le fait d'être amené à mettre vraiment la main à la pâte ou les mains dans la terre, je pense qu'à ce niveau-là, c'est aussi très démonstratif. Mathieu, on poursuit ? Et justement, Élodie, en préparant cette table ronde, vous avez dit que cette nouvelle priorité dans le programme, mais plutôt, on va dire, la situation globale du développement durable, de la planète, de la transition écologique, vous avez fait réfléchir, certes, en tant que citoyenne aussi, mais vous amenez aussi à réfléchir à vos pratiques professionnelles en tant que professionnel des relations internationales et de vos apports quotidiens, de vos réflexes quotidiens en tant que professionnel des relations internationales. Oui, tout à fait. Je pense que cette période Covid, post-Covid, nous a permis peut-être de prendre un peu du recul sur nos pratiques personnelles, mais aussi sur nos pratiques professionnelles. Et effectivement, ne plus penser à l'avion de façon systématique lorsqu'on veut se déplacer. Par exemple, rationaliser au maximum nos déplacements, que ce soit au niveau des partenariats internationaux ou même au niveau de nos projets. Par exemple, accoler une summer school à un meeting de projet permet d'éviter de faire 2 fois 2 déplacements, quoi. Donc c'est une thématique qu'on essaye de porter à la conférence des grandes écoles, de porter une réflexion relations internationales et responsabilité sociétale et environnementale et développement durable, pour vraiment essayer de réfléchir à nos pratiques et de faire mieux, parce que c'est aussi une demande de nos étudiants, comme on l'a cité au début. Donc il faut vraiment qu'on se pose des questions aussi envers nos pratiques et aller vraiment dans le sens de plus de développement durable. Voilà, donc on a abordé différentes facettes de mise en œuvre, j'allais dire concrètes, vis-à-vis de cet enjeu de la transition écologique. Vous aurez l'occasion également demain, lors des ateliers, de contribuer vous-même à vous enrichir et à échanger sur ce sujet, à nous apporter aussi vos éléments concrets de terrain, comment vous faites dans vos établissements.
Voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à vous inscrire dans les sous-groupes qu'on a constitués pour ces ateliers demain. Donc vous avez des feuilles qui sont positionnées à l'accueil. Et puis je voudrais remercier chaleureusement Vincent Roosevelt et Elodie Popenda pour leur témoignage et la façon qu'ils ont eu de partager avec vous leur propre pratique. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants et modérateurs de la table ronde portant sur la transition écologique.